Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à la Salle des Abeilles. Je m'appelle Sylvain Wenger. C'est un plaisir de poursuivre cette série de conférences de la Société des Arts autour des interactions entre activités humaines et cycles naturels à une échelle plutôt régionale. Depuis novembre dernier, nous avons parlé de viticulture sans herbicides, nous avons parlé de biodiversité. Nous tournons ce soir notre regard vers les enjeux du développement artisanal et industriel, des enjeux souvent abordés et même débattus, si l'on en croit les archives de cette maison, dans cette pièce et à la Société des Arts plus globalement, comme nous le rappelle un vestige d'un autre temps. Cette allégorie de l'industrie, qui est juste au-dessus de moi, peinte vers 1860, de même que le reste des fresques de la Salle des Abeilles, et qui témoigne de l'intérêt de cette maison pour les questions de production très largement. Plus précisément ce soir, il s'agit de prendre connaissance des efforts les plus actuels pour une transformation de l'organisation de tout un système technique industriel dont nous avons hérité depuis plus de 200 ans. Il s'agit d'inventer de nouvelles manières d'organiser la production, de sorte à tenir compte de critères de durabilité et de toutes les normes qui sont associées. Pour nous guider ce soir dans ce sujet, nous accueillons Guillaume Massart. Vous êtes nombreux à le connaître, soit en tant que directeur de la Fondation pour les terrains industriels de Genève depuis 2020, ou pour ses autres casquettes dans le secteur de l'économie circulaire. Monsieur Massart est ingénieur en sciences de l'environnement du Polytechnique de Lausanne. Il possède un doctorat de l'Université de Lausanne dans ce domaine particulier de l'écologie industrielle que sont les symbioses industrielles. Il a été accompagné dans sa trajectoire de recherche par Søren Erkman, le professeur à l'Université de Lausanne que nous avions reçu en 2021 pour une introduction très large à l'écologie industrielle. Avant de devenir grand aménageur des zones industrielles et artisanales de notre région, Guillaume Massart était partie prenante de plusieurs entreprises, notamment cofondateur en 2008 avec Søren Erkman et deux autres collègues d'un important bureau de conseil en durabilité, relativement pionnier, qui a développé une expertise toute particulière dans la gestion de processus participatifs dans des approches collaboratives entre des acteurs aux intérêts a priori antagonistes, divergents, et qui parfois découvrent des convergences inattendues lors de ces processus. Et il s'engage aussi dans le secteur de l'économie circulaire par le biais du domaine associatif en tant que cofondateur et président, si je ne me trompe pas, de l'association Materium, qui favorise le réemploi dans le secteur de la construction et de la culture. Alors je vais schématiser, Monsieur Massart. Aujourd'hui, plus de 560 hectares sous gestion à la FTI, plein craqué, avec des problématiques et des défis vis-à-vis des entreprises utilisatrices, des jeux d'acteurs, avec en toile de fond des potentiels d'économie d'énergie, d'économie d'autres ressources et d'une grande complexité d'enjeux. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir en parler. Vous avez la parole pour une grande 50aine de minutes, je dirais, et puis ensuite on aura un échange avec la salle avant de traverser le palais. Vous êtes toutes et tous invités à un apéritif dans les salons qui se trouvent à l'aile sud du palais. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci. Gentil. Merci pour cette introduction. Déjà laissez-moi partager le plaisir d'être là ce soir. Ça me fait chaud au cœur. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, pour ceux qui me connaissent un peu dans ma casquette récente de directeur général de la FTI, oui, ma présentation ce soir est à l'effigie de la FTI, mais on va faire quelques digressions, soit dans mon parcours académique, soit dans mes différents projets que j'ai pu mener, soit simplement pour réfléchir de manière un petit peu plus large à ces questions de qu'est-ce que peuvent apporter des symbioses industrielles, des synergies, des mutualisations, plus généralement des approches collaboratives dans la planification et la gestion de l'économie. Alors ça va être un petit peu particulier aussi pour moi justement, j'ai le temps en plus ce soir de vous raconter un petit peu certaines histoires et donc je m'en réjouis. Alors j'ai prévu de revenir brièvement sur
sur l'histoire quand même à Genève. On va parler surtout de la région genevoise de l'industrie. Je pense que c'est intéressant et ça met en perspective, vous le verrez, le fait que ce n'est pas nouveau de collaborer ou de mutualiser à Genève et ça date depuis même la fondation de la FTI. On parlera ensuite un petit peu conceptuellement ou historiquement de ce que sont les symbioses et synergies, c'est tous ces modes de collaboration qu'on trouve aujourd'hui sur le territoire, dont on parle beaucoup, mais comment on les applique et quels bénéfices ils ont pour le domaine industriel. Et puis après, je vais aller un petit peu plus dans des outils du territoire, de la FTI, mais aussi de choses à développer pour pouvoir orienter justement ces développements industriels par différents moyens. Et puis évidemment quelques conclusions. Alors, moi, j'aime bien toujours revenir un petit peu au fondement, soit d'un territoire, soit d'une organisation. Alors, je suis allé chercher quelques images que peut-être certains ont déjà vues. Elles ont parfois été mises en valeur dans les médias ou on va dire, dans les réseaux genevois. Mais elles sont aussi, probablement pour certains d'entre vous, un peu inédites. On est ici en 1960 à la ZIPA, donc la zone industrielle Praille-Acacia. Dans l'après-guerre, on va dire un peu large, hein, l'après-guerre, vu qu'on est dans des travaux bien avancés en 1960, donc prévus à partir on va dire, du début, milieu des années 50, et on construit cette installation que beaucoup d'entre vous connaissent, évidemment, donc la gare de la Praille à droite, avec tous les embranchements logistiques, la route des Jeunes qui est en construction au milieu, et tout ce qu'on appelle le Peigne, qui est ce retour de zone ferroviaire. Attendez, est-ce que je peux utiliser ça? Oula, ouais, je ne vais pas trop l'utiliser, ça va vous faire mal à la tête. Mais vous voyez le retour du peigne ferroviaire aujourd'hui, qui existe bien entendu toujours, et qui permet de desservir un certain nombre d'activités industrielles du canton. À l'époque, et c'est pourquoi je vous montre cette photo, c'est qu'à l'époque, l'État de Genève, qui investissait très fortement dans les infrastructures ferroviaires, donc à des coûts très importants, s'est dit qu'il fallait pouvoir en gérer l'usage. Et pour en gérer l'usage, ils ont créé la FIPA, la Fondation industrielle Praille-Acacia, historique, organisation historique qui a donné en 1996 la FTI, pour gérer les terrains qui appartenaient à l'État, que l'État a cherché à racheter, pour pouvoir en maîtriser le développement à long terme. Et c'est à ce moment-là que l'État de Genève, assez précurseur quand même en Suisse, voire en Europe, a commencé à développer ce modèle des droits de superficie, on y reviendra plus tard, qui permet de garder la maîtrise à long terme des terrains. Pourquoi je parle déjà ici de mutualisation? C'est que l'outil ferroviaire est mutualisé, on développe une politique économique autour des entreprises qu'on va chercher pour utiliser le rail. D'ailleurs, on pourrait en parler, mais l'État de Genève n'a pas complètement réussi à petit accepter des entreprises dans ces zones qui n'utilisaient pas le rail, mais parce qu'elles étaient utiles à l'économie locale. Et donc, on a des premiers éléments de mutualisation, d'infrastructures qui se sont développés déjà dès les années 1960. Donc ça nous a permis d'accueillir dans cette région, et puis vous voyez ici le périmètre des acacias, la tour de l'étoile est déjà là, à ce moment-là, et on a accueilli, alors à ce moment-là, des activités de production, on produisait les fameuses motos sacoches, ces fameuses motos suisses et genevoises produisent à Genève, on produisait des lave-linges à Genève de toutes pièces, donc on avait cette industrie-là, mais on avait besoin pour ça de l'alimenter en ressources, donc le ferroviaire est apparu comme un moyen extrêmement intéressant et pertinent. Alors pour donner 2-3 images, je trouve que c'est toujours assez intéressant. Et vous voyez apparaître sur l'image de droite la rue Marziano, donc on est ici vraiment dans les acacias, avec le panneau en haut à gauche. Alors, ils n'ont pas très bien cadré à l'époque, mais on voit la FIPA, aménageur de zones industrielles, dont la Fondation industrielle Praille-Acacia, qui construisait les voiries, qui équipait les parcelles et qui pouvait ensuite les attribuer déjà selon des choix de pertinence économique. Et puis à gauche, alors ça c'est un clin d'œil parce que pour ceux qui suivent un peu le développement du projet Praille-Acacia-Vernet, il y a une très forte volonté politique de remettre à jour l'aire et la Drise. Et ici en 1964, on enterrait la Drise sous la route des Jeunes pour pouvoir permettre un développement de la zone industrielle. Meunieux, vous voyez les silos à grains et les ports francs qui seraient ici juste à gauche de l'image. Donc, on équipe, mais on pense déjà à quelle politique économique et comment valoriser les terrains pour servir cette politique.
Dernière petite image d'archive intéressante. Là aussi, on est à gauche dans la Zilly, donc zone industrielle du Lignon, en 1967. Le Lignon existe déjà. Et vous avez la zone industrielle du Lignon avec les premières activités des services industriels de Genève qui se déploient ici. Donc on avait besoin pour alimenter tous ces quartiers, pour créer de l'emploi aussi, pour construire ces bâtiments. On a dû créer ces zones qui ont évolué dans le temps, toujours pour servir l'économie locale. Et puis encore un peu plus tard, sur l'image de droite, en 1982, donc la ZIMESA, la zone industrielle de Meyrin, Satigny-Vernier, où il y avait de nouveau un besoin de créer une zone logistique. Donc on a embranché de nouveau la partie que vous voyez en travaux, accueille un peigne ferroviaire aussi également, qui est toujours là aujourd'hui, qui a permis en fait d'accroître les capacités de Genève de s'approvisionner, de se désapprovisionner en produits de base pour sa population, mais aussi pour son économie. Donc, vous voyez les premiers terrains où il y a tous les véhicules, c'est l'importateur Honda. Donc, on avait déjà à l'époque des assez grands terrains pour stocker, mettre des stocks de véhicules pour la commercialisation locale. Donc, voilà, ça c'est le petit clin d'œil. Là aussi, droit de superficie, mutualisation des usages, mutualisation du rail, de certaines infrastructures. Et ces zones, ces développements de zones ont été confiés, ont été faits par l'État, puis confiés en 1996 à la FIPA, qui devient la FTI et qui reprend des différentes communes, des terrains, de l'État, des terrains, et puis le rôle d'aménageur pour le futur de ces zones. Alors, j'arrête un petit peu la partie historique. Aujourd'hui, ça peut donner ça. Donc ici, on est là aussi à peu près dans la même vue qu'avant, mais plus proche des industries de la ZIMESA, avec un tissu dense, varié, parfois très renouvelé, très densifié, parfois également encore très lié à la gestion de matériaux de construction qui va côtoyer des surfaces logistiques ou des surfaces à très haute valeur ajoutée. Le campus Richemont se trouve là à gauche. Donc là aussi, on va créer finalement petit à petit, avec l'évolution de ces zones, ce qu'on appelle des écosystèmes industriels ou économiques. On voit une première analogie avec l'écologie scientifique, la notion d'écosystème. Toutes ces entreprises interagissent, soit dans les nuisances qu'elles peuvent avoir les unes sur les autres, soit dans des collaborations, soit dans des chaînes de valeur économiques qui vont se développer. Donc, c'est là où on commence à voir les enjeux, quand on est dans des grands centres comme ça assez denses, de la planification et de la gestion des zones d'activité. Aujourd'hui encore, pour vous donner 2-3 chiffres, comme ça sous-tendra un petit peu la suite de mes propos. Donc ça, c'est la carte des zones industrielles telle que existante aujourd'hui à Genève. Vous voyez, alors on a ici dans les statistiques cette carte à peu près 2 ans, donc on était à 69 000 emplois presque, on est aujourd'hui à 73 000 dans les dernières statistiques, sur 3% du territoire cantonal. Je ne sais pas si vous voyez quand même la richesse économique d'un tissu. Genève, c'est quasiment 50% de zones, cette ceinture verte, de zones agricoles ou de zones forêts. Il y a la ville qui demande qu'à s'étendre, et au milieu, on a ces 3% de territoire, très minéraux, parfois qui ont eux aussi besoin de se renouveler, parfois vétustes, parfois déjà renouvelés, très denses, et qui occupent quand même, comme j'ai dit, 74 000 emplois, essentiellement de Genevois, mais aussi de tout le bassin frontalier, qui viennent y travailler. Deuxième élément, à Genève, il y a une particularité qui justifie aussi, et qui va justifier une partie de mon propos après, sur le besoin de collaborer ensemble, c'est que n'importe quelle ville moyenne, aujourd'hui, on est dans un demi-million d'habitants à Genève, bon an, mal an, aurait tendance, pour financer sa croissance, on va dire, ou permettre sa croissance, de repousser petit à petit les activités industrielles vers l'extérieur. À Genève, vous n'êtes pas sans savoir, on ne peut pas, on a 95% de frontières internationales avec la France, donc faire passer des matières, c'est compliqué, faire passer des déchets, c'est compliqué, faire passer même des employés
qui vient de travailler dans différents secteurs des entreprises françaises, c'est compliqué. On l'a bien vu pendant le Covid, justement, avec des complexités sur le télétravail. Donc, en fait, pourquoi Genève a aussi une politique historiquement, je crois, forte en termes industriels, c'est que elle a envie de maintenir ce tissu, elle en a besoin pour son économie locale, mais il doit vivre dans des espaces restreints. Et il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Je pense que certains acteurs industriels, s'ils m'entendaient, ils seraient d'accord avec moi. On doit travailler ensemble, optimiser, densifier, parce que on aimerait bien pouvoir mettre plus de choses, plus d'activités, encore plus d'emplois, répondre aux demandes de chacun, renouveler le tissu bâti. Ça demande de la créativité. L'élément encore sous-jacent, c'est que non seulement on ne peut pas sortir, mais la ville, elle, se densifie et s'étend, et donc on va perdre, dans les 20 prochaines années, le périmètre PAV, au-delà de la partie qu'on appelle Pry-West, c'est ce fameux peigne embranché ferroviaire qui, lui, va rester, mais il est tout petit quand même par rapport aux zones d'aujourd'hui. Donc on doit, en plus, gérer une migration intracantonale de nombreuses activités. Donc voilà, territoire très contraint, et ce territoire très contraint, il a une richesse quand même incroyable. Enfin, moi, ça me surprend quand même à chaque fois. Un petit mot sur les pourcentages d'emplois par secteur d'activité dans les zones industrielles, c'est des statistiques qui sont régulièrement publiées. On le dit, je crois, à chaque crise, qu'elle soit financière, sanitaire ou autre, on a une résilience à Genève, ce terme de résistance aux enjeux extérieurs, extrêmement forte. Et pourquoi? En partie, même si ces 74 000 emplois font à peu près que 15% du PIB genevois, les 85% étant plutôt liés à des activités de services et activités tertiaires et tout ce qui est primaire, même agricultural, bien sûr. Dans ces 15%, on a une variabilité d'activités qui va évidemment un très fort secteur d'horlogerie et bijouterie, 13% des emplois de la zone industrielle, c'est énorme. Le secteur de la construction, très actif dans toute sa chaîne de valeur, avec 11%. Et puis on voit après, évidemment, le transport, déménagement, toute la logistique, très utile, vu que Genève dépend énormément de ressources de l'extérieur pour sa vie de tous les jours, la vie des citoyens, pour ne mentionner que ça. Mais on a également une industrie alimentaire, une industrie qui perdure de fabrication de machines, du médical, la biotechnologie, de l'industrie chimique, avec des fleurons mondiaux qu'on a pu garder dans le cœur de ville d'une ville moyenne, comme c'est le cas ici, pour ne pas les nommer, des centres de Givaudan et Firmenich qui se trouvent dans les zones industrielles, par exemple, et toutes les entreprises qui travaillent avec, ces deux leaders qui permettent finalement d'avoir cette mixité-là. Puis cette mixité, de nouveau, elle demande la cohabitation, vu que je vous parlais de ces territoires extrêmement contraints. Alors cette richesse, on aimerait la maintenir, nous, la FTI, mais je pense que globalement, c'est une richesse pour Genève. Et ça va demander de travailler finalement à cette cohabitation. Alors j'en viens ici justement un petit peu à cette vision. Ça, c'est celle de la FTI. Alors là, je reprends un peu la casquette FTI qui a renouvelé sa vision des zones industrielles à 10 ans en 2020, qui souhaite vraiment, dans tous ces facteurs de changement, mettre en place des zones dynamiques, ouvertes à de nouvelles activités industrielles, ouvertes aux acteurs, mais ouvertes aussi aux populations, c'est-à-dire qu'on n'ait pas des séparations, comme c'est le cas des fois aujourd'hui, entre la zone industrielle très hermétique, très minérale, et des quartiers de logement, ou des zones de déambulation, ou de détente à côté. Elles doivent être prospères, on doit avoir des outils industriels performants, durables, et ça, c'est un enjeu majeur de transformation des 3% du territoire. Maintenant, ça, c'est notre vision, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie, évidemment, elle s'arrête jamais, si ce n'est juste pour parler des transformations technologiques, la numérisation, de la robotisation, de l'intelligence artificielle qui arrive dans ces entreprises. Donc les chaînes de production changent, les besoins en surface changent, les besoins en bâti industriel changent. On peut parler également des transitions énergétiques, environnementales, très fortes, avec aujourd'hui une vraie volonté politique par le plan climat de renouveler en particulier le bâti dans tout le canton, mais aussi le bâti industriel. Ça a un double impact. Non seulement on doit rénover les zones industrielles, qui a quand même
des bâtis, pour certains très performants, mais aussi une part de bâtis vétustes. Mais en plus, si on veut passer le taux de rénovation de 1 à 2,5%, comme c'est prévu, eh ben, on a besoin de 2 fois plus de sanitaires, de carreleurs, de maçons, et donc ils ont besoin d'aller 2 fois plus dans le territoire cantonal, de se déplacer pour aller faire ces rénovations, et donc ils ont besoin de bases arrières, d'ateliers, ils ont besoin d'entrepôts logistiques, et tout ça doit faire l'objet, selon nous, d'une vraie vision et d'une vraie politique économique. Alors nous, on en est conscient, on essaye d'en prendre chaque jour encore un peu plus conscience, et d'adapter cette vision, ces pratiques à ces enjeux. Et puis, évidemment, j'ai parlé d'exiguïté du territoire, mais on a aussi toute la question de la préservation des ressources naturelles. On voit que le passé industriel genevois a généré un certain nombre de pollutions, hein, c'est clair. Dans les zones industrielles, il y a un cadastre, hein, bien évidemment, qui montre que des anciennes activités industrielles ont pu polluer des sites. On doit s'en occuper, on doit éviter toute nouvelle pollution aujourd'hui, c'est une évidence. Puis on doit également travailler, mais ça on y reviendra dans ces idées de collaboration aussi, à on va dire l'usage efficace des ressources naturelles qu'on utilise dans les activités économiques, d'en faire un usage maximisé, un usage performant, et de globalement en réduire finalement on va dire l'intensité d'usage. Donc ça, c'est un autre thème, on y reviendra sous l'angle de l'économie circulaire et des mesures qu'on peut prendre après dans la politique de développement de ces zones industrielles, mais c'est un élément assez prégnant. Alors finalement, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, juste un mot donc, pour mettre ça en lien avec notre mission hein, à la FTI. Nous, on a comme but quand même, in fine, on est essentiellement un opérateur foncier immobilier des zones industrielles. Au fil des décennies, on nous a confié les terrains que les communes et que l'État possédaient dans les zones industrielles à cette fondation de droit public. Et nous devons garantir que ces terrains servent la politique économique et industrielle du canton. Donc on doit garantir une disponibilité de terrain pour les activités nécessaires à l'économie. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Quelles sont aujourd'hui et dans le futur les activités nécessaires à l'économie locale ? On parlait des taux de rénovation, oui, on parlait de certain nombre d'enjeux, mais ensuite, quels sont vraiment les besoins qu'on a? Et quand on commence à se poser des questions de l'économie circulaire, quels sont les besoins qu'on va avoir d'entreprises, à quel endroit, pour remplir quelles fonctions, dans le but, par exemple, de boucler des flux de matière et d'énergie de l'économie locale. Donc ça, c'est des questions qu'on commence à se poser, qui ne sont pas forcément directement dans nos missions, mais qui sont pour nous la vision et la manière petit à petit de les aborder. Donc on est un opérateur foncier immobilier, je l'ai dit, et on est aussi aménageur, donc ce qui nous donne un poids supplémentaire, c'est-à-dire que nous construisons aujourd'hui pour le compte de l'État ou des communes les infrastructures, les aménagements des zones industrielles, nous les co-planifions avec l'Office de l'urbanisme, ce qui a permis petit à petit à la FTI de créer quand même un pôle de compétences assez intéressant et assez unique, évidemment unique à Genève, parce que nous sommes l'opérateur principal, mais même en Suisse ou ailleurs, pour avoir dans ma carrière pas mal parcouru le monde et visité des zones industrielles dans beaucoup de pays. Alors on a des modèles de développement un peu différents, mais des modèles comme celui-ci, on en trouve très peu à ce stade de développement, hein, finalement, avec toutes les prérogatives que peut avoir la FTI. C'est un outil assez intéressant, assez puissant, certes, qui peut influencer le territoire, et que d'autres territoires souhaiteraient d'ailleurs avoir, inclus en Suisse. Donc, quand je commence à dire qu'on veut s'intéresser aux liens entre la politique économique, politique industrielle, les flux de matière et d'énergie qui servent, qui sous-tendent toute cette économie, mais également qui sont nécessaires à la vie de tous les habitants du canton. On mange, on se nourrit, on boit, on fait des activités récréatives, on achète des biens, des livres et autres. Pour ceux qui achètent encore des livres, bien entendu. Et ça a demandé, ça a fait prendre conscience très tôt à l'État de Genève, de nouveau, je reviens à cette exiguïté du territoire, à ce territoire assez contraint, qu'il devait travailler sur ces questions. Alors là aussi, il y a un historique, je pense que le canton de Genève a été précurseur à plus d'un titre. En 2000, en créant un groupe de travail interdépartemental sur l'écologie industrielle, c'était clairement nouveau, c'était basé même avant cela
en 1997 dans toutes les premières consultations liées à l'agenda 21 du canton, Genève ayant été assez aussi précurseur dans son agenda 21, et le professeur Søren Erkman, que vous avez mentionné plus tôt, a proposé d'écrire un article sur l'idée de travailler sur les flux de matière et d'énergie dans l'économie et de proposer l'écologie industrielle comme concept permettant de répondre à un certain nombre de questions. Et donc, des travaux ont été menés à l'époque par un bureau zurichois qui a analysé, qui était aussi des précurseurs très liés à la recherche à l'EPFZ, qui a analysé les consommations de ressources des grands secteurs économiques genevois, et ça a permis de déclencher un certain nombre d'actions et de travaux sur des politiques publiques. Une autre, alors pas mal de travaux se sont faits, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais en 2012 quand même, c'est à noter, on en a parlé, moi je finissais ma passage académique à ce moment-là, et Genève, je crois, a été un des premiers entités publiques, quasiment en tout cas dans les milieux de la recherche, c'est ce qu'on me disait à l'échelle mondiale, à introduire ces concepts d'écologie industrielle directement dans la Constitution cantonale avec l'article 161 qui dit que l'État doit respecter les principes d'écologie industrielle, doit mettre une politique de réduction à la source des déchets, en particulier ceux les plus dommageables pour l'environnement. Donc c'était une volonté à ce moment-là de l'Assemblée constituante du canton de Genève et c'était assez innovant. En réponse à cela, pour le secteur industriel, parce que bien évidemment il y a d'autres déclinaisons, hein, la FTI n'est pas une politique publique en soi, nous sommes un opérateur urbain et un aménageur, mais l'idée de gérer l'évolution des zones industrielles est apparu le besoin en fait de mieux consulter, de mieux impliquer les industriels, de leur permettre de se rencontrer entre eux et à créer en 2014-2015 ce qu'on appelle la dynamique écoparc, et en particulier le volet de gouvernance participative qui instaurait dans des zones test à l'époque des entités participatives regroupant un certain nombre d'acteurs, on y reviendra tout à l'heure, qui permettaient aux personnes de se parler. En 2015, également, la création du réseau genevois d'écologie industrielle, GENI, qui existe toujours, qui est un peu en train de faire sa mue après quelques années d'activité, un peu de repos pendant le Covid, mais qui regroupe plus de 1200 membres, qui participent régulièrement à des workshops et à des activités toujours autour des zones industrielles et des activités industrielles. Et puis après, les choses, on va dire, le cadre législatif s'accélère, on va dire, avec le plan climat cantonal en 2019, cette vision de la neutralité carbone en 2050, où finalement ces outils créés il y a quelques années sont rattrapés par une forme de besoin d'accélérer fortement les choses, d'aller plus vite. Et la chance, c'est qu'on a déjà un historique. Maintenant, on nous demande aujourd'hui, dans les politiques, dans les lois, les nouveaux règlements, évidemment, d'accélérer un certain nombre de travaux. Alors, je ne vais pas rentrer sur ces objectifs et ces politiques publiques cantonales, ce n'est pas mon rôle, c'est pas là non plus que j'ai les meilleures connaissances et la meilleure valeur ajoutée. Donc moi, j'aimerais vous parler justement de ce que peuvent apporter ces symbioses, ces synergies, ces mutualisations, ces collaborations dans le secteur industriel. Une vue de la Ziplo, en particulier, ici on est à Plan-les-Ouates, zone très développée et très dense, mais qui a elle aussi, on en reparlera, un certain nombre de synergies et de symbioses qui existent en son sein. Alors, assez général, je vous ai peut-être déjà vu si vous vous intéressez un petit peu à l'économie circulaire, ça c'est la version d'économie suisse, donc l'idée de l'économie circulaire, c'est de reprendre l'ensemble des flux de matière et d'énergie et de hiérarchiser les meilleurs usages qu'on peut en faire et de pousser toujours à aller vers un usage plus performant. Moi, j'aime bien dire, quand même, je fais une petite digression, c'est le concept en vogue actuellement. Il y en a eu d'autres avant, puis il y en aura peut-être d'autres après, hein, parce qu'on voit ces concepts qui... Mais la finalité, c'est la même, et je la remets absolument pas en question. La finalité, c'est découpler les activités humaines des consommations de ressources naturelles. C'est-à-dire, on veut être plus efficace dans la manière dont nous gérons nos ressources. Que vous preniez... À l'époque, dans les années 80, on parlait des 3 R, hein, reduce, reuse, recycle, hein, réutiliser, réduire ou recycler. Maintenant, on a 10 déclinaisons supplémentaires d'usage, mais toute la philosophie, elle était déjà là, elle est connue. Elle est connue depuis des décennies. Elle est très bien présentée par l'économie circulaire, ce qui est
fabuleux, parce qu'en fait, ça en fait un outil de transmission et d'usage dans les sociétés qui est très intéressant. L'écologie industrielle avait également les mêmes objectifs, de par tout un volet de consommation durable, mais qu'on a moins retenu, parce que le terme industriel a un peu cantonné l'écologie industrielle à l'industrie, mais si vous prenez en anglais le terme industry, c'est l'ensemble de l'économie, inclut le tertiaire, le ménage est une industry dans le vocabulaire anglo-saxon, donc on avait vraiment ces mêmes objectifs-là. Alors, moi je vais vous parler pas mal ce soir de toute la question du partage ici, ou de la réutilisation, de la réparation de ces ressources. C'est là où les synergies peuvent se déployer. Et puis, on va parler également de tout le volet, quand on a quand même des biens en fin de vie, de la récupération, de leur réutilisation dans des nouvelles boucles économiques. On va surtout parler de ça. Je ne vais pas plus vous décrire ou vous parler des concepts de l'économie circulaire, parce que je vais revenir un petit peu aussi à cette idée de la collaboration qui, moi, me tient à cœur finalement dans mon parcours depuis quasiment 20 ans. C'est ces questions des symbioses ou des synergies. Alors, juste pour dire, c'est intéressant quand même, la collaboration par la symbiose industrielle, elle nous vient vraiment du terme de la biologie. Donc on est dans le mutualisme qui décrit la relation entre deux populations, des espèces d'organismes différents, où chacun va trouver un avantage à collaborer avec l'autre. Ils se protègent entre eux, des bénéfices alimentaires, des alarmes, ils se préviennent, ou ils vont se protéger les uns les autres. Puis, dans les types de mutualisme en biologie, on va avoir la symbiose, qui est une association étroite, stable, entre deux organismes différents. Bon. Là aussi, on a un bénéfice mutuel. Ils partagent des bénéfices, ils peuvent partager d'ailleurs des inconvénients ensemble qui vont leur donner des plus grands bénéfices. Si on étudiait un certain nombre de symbioses existants dans la nature, ce n'est pas le propos ce soir, mais en gros, on collabore pour avoir un meilleur bénéfice. Je le mets toujours en lien avec le terme de synergie, parce que le terme de la synergie, lui, vient vraiment plus du vocabulaire du management. C'est un terme qui vient même de la physique, en particulier de la mécanique, parce que synergie, ça vient du grec son, qui veut dire avec, et puis ergon, qui veut dire travail. Donc, avec le travail, finalement, ça peut se traduire, les termes du vocabulaire, ou on va dire la littérature du management le traduit un peu comme des associations entre plusieurs organes qui vont permettre d'accomplir une fonction ou un travail. Donc finalement, ces termes-là de synergie aussi, il a été repris, il a été appliqué petit à petit au terme à l'entreprise pour, en fait, dans les grands groupes industriels surtout, dire qu'on allait pouvoir consolider un certain nombre d'activités, on allait trouver des économies d'échelle. Donc ça a fait, finalement, a été repris dans tout ce jargon des grands groupes industriels ou économiques, mais a aussi montré que sous l'influence de facteurs externes, en fait, on pouvait aller collaborer de manière beaucoup plus étroite, des synergies dites extra-entreprises, avec des fonctions qu'on ne voulait pas internaliser, qu'on gardait à l'externe. Donc il y a toute cette notion d'internalisation, d'externalisation des fonctions industrielles qui apparaît, et on va y trouver ici cette première, se raccrocher finalement dans le concept des symbioses industrielles, on va se raccrocher sur ces entités, cette organisation des entités économiques pour montrer les bénéfices de la collaboration. Alors dans le milieu du management, ça se traduit évidemment beaucoup sous forme de plans financiers, ça se traduit sous forme d'analyse de risque, alors que dans le domaine de la symbiose ou de l'analogie de la symbiose en biologie, ça va beaucoup plus se traduire par une efficacité écosystémique, et ça va nous donner la symbiose industrielle, au sens de l'écologie industrielle, qui veut garder, en fait, dans l'écologie industrielle, on a l'écologie scientifique, qui va garder cette analogie avec les systèmes naturels, les chaînes trophiques, les organismes qui collaborent ou se mangent entre eux, d'ailleurs, les chaînes naturelles. Et puis, on va y appliquer, finalement, pour travailler sur l'évolution du système industriel dans son ensemble, pas que l'entreprise et le management, on va y appliquer un certain nombre de principes de rentabilité économique, d'analyse de risque, de bénéfices environnementaux, de quantification de tous ces éléments. Et ça va nous donner le secteur des symbioses industrielles, donc qui s'est développé à partir on va dire, du début des années 90
à l'échelle internationale par des courants d'abord académiques, puis en fait de politique industrielle dans certaines régions du monde, en particulier aux États-Unis et en Asie, qui ont finalement été étudiés et petit à petit influencés des conglomérats industriels. Et ensuite, on va trouver finalement toute une littérature académique qui vaut ce qu'elle vaut, mais on va aussi y trouver un certain nombre de principes qui vont sortir et qui, à mon avis, recèlent un intérêt pour l'évolution d'un territoire comme Genève. Si je synthétise les types de symbiose industrielle qui sont en général considérés, on va parler, alors vous voyez plusieurs entreprises en bleu, on va parler évidemment des infrastructures partagées, on y reviendra, donc on peut partager des infrastructures thermiques, on peut partager des infrastructures logistiques, on peut partager des infrastructures d'approvisionnement, donc on va avoir des approvisionnements mutualisés possibles, on va pouvoir faire la même chose sur les activités de recyclage, mutualiser les collectes, créer des infrastructures ou des services partagés. Et puis, on va pouvoir créer également des centres de services partagés. Donc là aussi, vous voyez l'analogie avec les grands groupes industriels. Hein, on regroupe les services. Alors, on va utiliser les vestiaires, la cafétéria, les salles de réunion, et j'en passe. Potentiellement des services de crèche dans des zones où des grandes entreprises en auraient une à l'interne, mais plusieurs entreprises peuvent en avoir une en commun. Donc, on va commencer à travailler sur ces services-là. Et puis, le dernier, mais on va dire le plus important conceptuellement, parce que c'est celui-là dont on parle beaucoup, ce sont ces échanges de coproduits, qui est qu'une matière première secondaire, on essaie d'éviter la notion de déchet ici, va pouvoir être reprise par un autre acteur économique qui, lui, va y recréer une certaine valeur, va l'utiliser dans son process, ou va développer un produit, ou va développer une activité qui va lui permettre pas seulement de le recycler ici, mais de le valoriser, ou comme dans l'économie circulaire, c'est là où on va rentrer dans les notions de réemploi, de réutilisation, de upcycling également, qui va permettre ou de downcycling, comme on dit aussi, qui va permettre soit de dégrader l'usage de la matière, soit de y retrouver une fonction intéressante. Pourquoi je dis que c'est le dernier? C'est parce que on le verra un petit peu dans les outils et les exemples, c'est pas le plus facile à mettre en œuvre non plus. Certaines des mutualisations, ce sont des projets d'infrastructure, ce sont des projets de construction, les échanges de coproduits, ce sont des collaborations économiques et industrielles, et c'est pas la même chose, c'est pas la même philosophie. Alors, là aussi, depuis une quinzaine d'années, on va dire, ont été étudiées les manières de collaborer. Alors aujourd'hui, je crois que le terme collaboratif, le terme et tous ces différents niveaux, de la consultation, la concertation, la co-construction, la collaboration, semble être un vocabulaire qui est entré un petit peu dans les processus de planification du territoire, dans les processus d'évolution de la ville. Il faut savoir, c'est que c'était pas si évident dans beaucoup d'écosystèmes industriels ou de zones industrielles de parler de ça il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ce que Genève a fait depuis 2003, en fait, avec le tout premier atelier interentreprise d'écologie industrielle dans l'usine de Rolex à Plan-les-Ouates, donc hébergé par Rolex avec une quarantaine d'entreprises de la zone industrielle de Plan-les-Ouates en 2003. En 2003, si vous vous souvenez un peu, c'était il y a très exactement 20 ans, on n'était pas aussi avancé dans notre société sur les termes de co-construction ou de collaboration. Et il y a toute une théorie finalement qui s'est développée sur ces théories des réseaux. Finalement, comment est-ce qu'on fait avancer une question? Donc on peut designer, planifier, on peut faciliter le travail entre un certain nombre d'acteurs, on peut être un participant sans facilitation qui doit avoir des incitatifs finalement plus diffus, plus extérieurs, pour faire avancer le réseau. Et donc, toute la question que se sont posées un certain nombre de territoires, dont Genève, c'est comment je facilite un réseau d'acteurs économiques qui n'a pas forcément envie de travailler ensemble ou qui n'a pas forcément envie de se connaître, comment je vais créer une facilitation qui va faire qu'ils vont se parler, qu'ils vont s'organiser entre eux. Et là, c'est un schéma un peu théorique. C'était une publication à laquelle j'ai eu la chance d'être co-auteur il y a un peu plus de 10 ans quand je faisais de l'académique, mais qui montrait bien en fait quelle méthode on pouvait utiliser pour passer d'un design planifié, qui peut marcher pour une infrastructure, mais qui ne marche pas du tout pour des relations interentreprises, à un domaine de la facilitation plus ou moins fort, ou à la mise en place de conditions cadres qui fait que les participants eux-mêmes devaient finalement s'y mettre tout seuls.
Genève a fait le choix plutôt de la facilitation. Et quand je parle des dynamiques écoparcs, des gouvernances participatives dans les zones industrielles, c'est vraiment ce choix-là qui a été fait, de rentrer, de trouver quelles sont les entités, quels sont les acteurs qui pouvaient faciliter ces contacts. Alors, pourquoi obtenir les contacts, en fait? Pourquoi finalement un facilitateur, qu'est-ce qu'il amène? Lui, il va amener les interactions entre les acteurs, donc il va s'assurer que les gens vont venir, vont se parler, vont se rencontrer. Il va aussi communiquer, être un peu le garant un peu des us et coutumes d'un territoire, hein, parce que si on n'a pas le bon comportement, c'est avec la culture locale quand même dans ces enjeux tient un rôle assez particulier. Il faut obtenir l'adhésion au projet, c'est-à-dire qu'il y a quand même une personne qui prend un peu le rôle de dire mais vous croyez ce dont en quoi je vous parle, est-ce que vous êtes intéressé? Il doit convaincre donc les acteurs, même s'il ne va pas décider à leur place, il va devoir les convaincre. Et puis, il doit du coup s'approprier ce rôle pour finalement, d'une certaine manière, incarner un petit peu ce réseau, incarner ces relations, qui ne sont pas des relations client-fournisseur classiques, hein, qui sont des relations moins cruciales, moins importantes dans la raison d'être de l'entreprise, qui est très occupée pour son métier de base. Et ici, on va lui demander de sortir un petit peu de ces chemins-là, et donc ce rôle est particulièrement important. Et puis, le facilitateur, là-dedans, il a une oreille petit à petit aussi, qui devrait lui permettre de repérer des synergies intéressantes, de repérer des projets possibles, d'élaguer les résultats, d'en analyser la faisabilité. Alors, personne n'est expert en tout, hein, mais la faisabilité économique, faisabilité juridique ou légale, faisabilité environnementale aussi, parce que ce serait quand même dommage que ce genre de collaboration augmente les impacts environnementaux plutôt qu'elle ne les réduise, ce qui est toujours un risque. Donc tout ça demande finalement des compétences assez particulières. Je reviens encore une fois un peu à la FTI, mais généralement, alors ça c'est la seule digression que je fais un petit peu sur les visites que j'ai pu faire dans le monde de zones industrielles. On voit que ces rôles en fait de gestionnaire de zones industrielles qui peuvent inclure tout ce rôle de facilitation, il est multiple. La gestion de projet, j'en parlais, dans ce rôle de facilitation, on est là pour interagir avec les personnes, pour communiquer, pour réseauter, pour faire que ça se passe, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le développement des modèles d'affaires au niveau économique, il y a aussi potentiellement des prises de part dans le support du risque, soit pour investir, soit pour cautionner, soit pour accompagner ces risques, les réduire. Il y a toute l'interaction avec d'autres secteurs de l'administration, d'autres politiques publiques, parce que finalement, certains des projets peuvent entrer en conflit avec d'autres politiques publiques. Il y a l'idée de soutenir cette innovation. Plus les synergies, plus les collaborations sont complexes, plus souvent, soit en termes de modèle d'affaires, c'est souvent plus tellement forcément une question technique. Enfin, si la question technique en fonction des projets est extrêmement importante, de transformation des matières, mais c'est aussi d'innovation en termes de modèle d'affaires, de montage financier. Donc il y a un vrai travail à faire, parce qu'on invente parfois des nouvelles choses. Et puis il y a alors beaucoup, en fonction des pays, ces rôles après d'opérateurs, quasiment, d'infrastructures ou d'équipements ou de collaboration, qui peut être pris par le gestionnaire de zone industrielle. Alors, ça fait beaucoup de fonctions. La FTI, si je fais de nouveau, je reviens un petit peu à la FTI, a une partie de ses rôles, certains de manière plus prégnante ou moins, mais l'avantage qu'a Genève quand même, c'est qu'il y a un acteur qui l'a au plus près des industriels. Il y en a d'autres, hein, il y a des réseaux, pour ne pas les mentionner, j'ai parlé de Génie avant, mais il y a des fondations, la Fondation Nomade, il y a l'OPI qui accompagne l'innovation dans les entreprises pour des nouveaux projets, enfin, il y a des nouvelles manières de produire ou des nouvelles activités, enfin, il y a tout un écosystème hein, là autour. La FTI n'a pas du tout la prétention d'être le seul à accompagner des entreprises genevoises, pas du tout, mais je fais le lien ici entre ces besoins de collaboration et le rôle de gestionnaire de zone industrielle. Alors, on va maintenant plonger un petit peu plus, c'est un peu théorique tout ça, dans des outils concrets. Il y en a 3 aujourd'hui, en particulier à disposition de la FTI, encore une fois. Le premier, c'est le modèle de valorisation du foncier. L'État, par le biais de la FTI, est propriétaire d'à peu près 20% des terrains des zones industrielles. 80% sont en main privée. Je sais que certains pensent que c'est l'inverse, qu'on possède 80%. Je veux dire, malheureusement ou heureusement, non. Nous en possédons 20% qui sont valorisés, comme je l'avais expliqué tout au début de ma conférence depuis les années 60, essentiellement sous forme de droits de superficie. Donc le droit de superficie dissocie
la propriété du sol de la propriété des bâtiments et des activités qui s'y déploient. C'est des contrats qui doivent permettre à une activité, une entreprise, de développer un bâtiment de production et de l'opérer et de l'amortir. C'est-à-dire que c'est des contrats qui durent des décennies. Donc c'est vraiment une planification foncière à extrêmement long terme. Ça permet quand même une influence sur la meilleure entreprise au meilleur endroit. Parce que finalement, si on doit aujourd'hui localiser une activité de recyclage X ou une activité de construction Y ou une nouvelle usine chimique, eh ben, même si la plupart des contrats sont en cours, donc ce n'est pas comme si on avait plein de terrains à disposition aujourd'hui, mais dans les 5, 10, 15 prochaines années, il y a des terrains à développer, il y a des droits de superficie à développer, et on va essayer de penser à la meilleure manière de les localiser. Le deuxième outil, puis après je vais vous donner des exemples, le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle les pièces urbaines, qui sont des conventions entre privés, où là on va prendre plusieurs parcelles entre elles, potentiellement privées ou partiellement en droit de superficie, et on va mettre les acteurs autour de la table, et on va leur dire, maintenant, vous êtes 6, nous, on aimerait bien que quand vous faites des développements, maintenant ce soit coordonné, ce qui nous permet parfois très facilement, par exemple, de renoncer aux distances de construction aux limites de parcelles, donc on peut plus densifier, mais aussi de dire par là, on va mutualiser votre parking, mais du coup, ça veut dire qu'on va mutualiser les coûts des rampes d'accès, les coûts de construction, donc ça réduit les coûts pour chacun, mais on va aussi pouvoir mutualiser des quais de chargement, vous le verrez dans des exemples, on va pouvoir mutualiser des moyens de stockage, on va pouvoir mutualiser des vestiaires, des cafétérias, des salles de réunion, enfin un certain nombre de choses, en faisant des montages immobiliers. Là, ici, on reste sur des montages à la parcelle, donc des parcelles potentiellement privées, mais on favorise par la collaboration, on va favoriser des services partagés, des économies de mètres carrés, et qui doivent normalement aussi se traduire par des économies dans l'investissement, en comparant un modèle comme celui-ci à celui où chacun investit sur sa propre parcelle. Le troisième outil, c'est celui d'écoparc, la dynamique écoparc, je vous en parlais un petit peu avant, et en particulier ces organes de gouvernance participative. Donc ces commissions qui se réunissent dans un certain nombre de zones industrielles plusieurs fois par année, avec l'animation de la FTI, avec des représentants des entreprises, souvent sous forme associative, des représentants des communes sur lesquelles se trouve la zone industrielle, des représentants de l'État, de la FTI, et donc on débat des besoins, quels qu'ils soient, sécurité, parking, mais aussi développement durable, gestion des déchets, infrastructures énergétiques, enfin tous les sujets qui sont amenés par différents acteurs, soit par les entreprises, soit par les acteurs publics, sont débattus et on cherche à accélérer le portage de ces projets pour faire évoluer les zones industrielles. Et vous retrouvez dans les 5 piliers d'écoparc, finalement, autour de cette gouvernance participative, donc cette collaboration qui est construite avec les industriels ou les propriétaires fonciers des zones, des stratégies d'implantation, les mutualisations, les coopérations, où le bâti à faible impact, ou la qualité de vie, donc là c'est vraiment le lien au service dans les zones industrielles. Alors, quelques exemples, un petit peu maintenant, pour illustrer ce qui se passe, ce qui existe à Genève, ou ce qu'on peut faire. La première chose, c'est cette question de la meilleure entreprise au meilleur endroit. Alors ça, c'est une brochure qui a été éditée en 2015 à l'État de Genève, qui mentionnait en fait tout ce qu'on a pu trouver comme collaboration entre les secteurs d'activité en termes de flux de matière et d'énergie. C'est pas exhaustif, mais ça montre en fait que ces synergies, souvent, elles existent déjà. C'est-à-dire qu'on a des chaînes de valeur qui s'interfèrent, qui travaillent les unes avec les autres et qui permettent à différents secteurs d'activité de reprendre des matières ou de collaborer, de mutualiser des ressources avec d'autres. Alors, deux, trois zooms. Toute la question de l'eau, des eaux utilisées de test pour des industries qui sont rendues à l'agriculture, des eaux qui sont utilisées par les industriels qui vont ensuite venir alimenter des boucles de chaud ou de froid. Ces boucles de chaud, évidemment, ou de froid peuvent être utilisées en cascade et peuvent même servir à chauffer des ménages ou des quartiers de logement voisins. C'est aussi le concept, j'y reviendrai tout à l'heure, des boucles d'énergie. On échange, on donne des calories à un réseau, on en reprend autant du chaud et du froid. Et le but, c'est de garantir l'équilibre. On en a une à la zone industrielle de Plan-les-Ouates qui existe depuis pas mal d'années, qui continue à croître, à se développer. C'était une première, donc le montage économique et la rentabilité ont été difficiles, mais il y a un investissement des SIG et de différents acteurs qui ont
qu'on fait que ce projet a pu voir le jour. Il y en a d'autres aujourd'hui en projet. Alors ici, on est sur tout ce qui est plutôt biomasse, donc bois naturel, compost, produits alimentaires. Donc on a des installations de méthanisation, de compostage, évidemment, à un moment pour la fin de vie, mais on a aussi tous des usages en menuiserie de bois qui est repris pour des activités de retransformation, de réemploi, dans des aménagements extérieurs, dans des espaces publics, dans des activités culturelles. On a les résidus qui vont être utilisés soit pour aller faire des agglomérés, soit pour faire du pollet après, ou de la valorisation énergétique. On a en fait un certain nombre de synergies et de symbioses comme ça, dans des secteurs du commerce de détail, vers l'agriculture, vers de l'action sociale également. Donc toutes ces interactions-là se mettent en place petit à petit dans les chaînes de valeur. Dans le secteur de la construction, on en trouve aussi. On parle beaucoup à Genève de la question des graves recyclés ou de la réutilisation des matériaux de construction, en particulier matériaux minéraux. Donc on voit déjà depuis, c'est assez bien documenté, hein, il y a des groupes de travail très actifs sur ces questions, mais qui montrent que finalement, on peut reprendre un certain nombre de produits, de matériaux de construction, les concasser, les calibrer, les nettoyer et les remettre dans des cycles productifs qui peuvent être utilisés pour d'autres usages, ça a été bien documenté. On peut faire la même chose avec des résidus d'argile, on peut faire la même chose avec des matériaux bitumineux, et là on a vraiment la possibilité de mettre en place une économie circulaire. Il y a des questions qui se posent évidemment sur les modèles économiques, sur la viabilité de la filière, sur le nombre d'installations dont on a besoin à Genève par rapport aux chantiers aussi qu'on planifie dans les 10 à 20 prochaines années. Mais ça nous montre ici que ces collaborations, ces synergies, elles existent assez fortement. Plus complexe à traiter à Genève, alors ici on est toujours dans le cas de ce qui existe à Genève, la question de certains produits chimiques ou des huiles usagées, qui sont aujourd'hui essentiellement incinérés au Chenevier ou utilisés dans des combustibles de substitution, c'est-à-dire qu'on va les mélanger également avec des copeaux de bois usagés, puis on va en faire des combustibles pour les cimenteries, en particulier celle des Clépans à Lausanne. Alors on y voit une synergie. Est-ce qu'on y voit au sens de l'économie circulaire une synergie suffisamment mature, on va dire suffisamment bénéfique? On a cherché beaucoup, le groupe de travail Ecosite et l'État de Genève a cherché et cherche toujours finalement, par exemple, pour des solvants usagés de la chimie, plutôt des débouchés de régénération, mais on n'a pas ces installations à Genève. Et là, on va tomber dans des réflexions qui disent mais Genève est trop petit en termes d'activité chimique pour avoir des installations de régénération de solvants, par exemple. Donc on devrait obliger d'exporter ça, ce qui pose des problèmes non seulement économiques, mais également en termes de législation internationale. Donc on a des possibilités que nous offre aussi le territoire, d'augmenter ces synergies, d'augmenter ces collaborations, mais on peut malheureusement pas tout faire non plus pour un certain nombre de contraintes. Donc ici, vous voyez des circulations des produits chimiques, des huiles, des encres, des pigments entre les secteurs. Comment on peut utiliser tout ça aujourd'hui? Alors je vous montre une carte ici, qui était plutôt une carte interne à la FTI, on va dire, mais qui recèle un certain intérêt. Quand on va, nous, travailler sur un secteur d'activité, voir comment on peut, dans les futurs développements dont on a besoin, les futures activités nécessaires au territoire, on va pouvoir essayer de localiser ces entreprises. Alors vous avez ici, c'est pas secret, si vous cherchez sur Google Maps ou si vous cherchez sur le registre des entreprises, vous allez trouver à peu près tous les acteurs qui travaillent sur les questions des matériaux minéraux, les matériaux terreux et d'autres activités de gestion des matériaux de chantier. Et puis, finalement, dans la création, la volonté étatique ou autre de créer des nouvelles plateformes de gestion des matériaux ou autres, nous, on va regarder, on va intégrer dans nos réflexions petit à petit où se trouvent déjà les acteurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, et puis est-ce qu'il faut justement que s'il y a un nouvel acteur ou s'il y a un déplacement d'entreprise, est-ce qu'on doit le rapprocher des mêmes entreprises? Alors, ce qui peut créer des mutualisations, des synergies, mais va peut-être créer aussi une concurrence accrue, va peut-être créer aussi une concentration logistique à un endroit du territoire qui va finalement être plutôt négative pour l'ensemble de la mobilité et de l'écosystème économique genevois. Donc justement, est-ce qu'on doit le mettre à l'opposé dans une autre région du canton parce qu'il va servir localement une partie de l'économie, une partie des chantiers, une partie de ces développements. Alors c'est des choses qu'on utilise aujourd'hui pour
essayer, parce qu'attention, c'est extrêmement compliqué, ça ne nous permet pas toujours d'influencer réellement les choses, on n'a pas toujours les terrains là où on aimerait bien en avoir, bien entendu, utiliser cette connaissance des chaînes de valeur, des secteurs économiques pour localiser au mieux les futures activités ou les déplacements d'activités. Là aussi, il y a un vrai travail de réseau, parce que pour connaître finalement ces entreprises, il y a des personnes chez nous qui connaissent très bien certains secteurs, qui en viennent même, qui sont venus travailler à la FTI, et qui donc vont pouvoir nous faire part de connaissances de ces entreprises, ou alors on va simplement au devant de l'entreprise aussi, demander un certain nombre d'informations. L'entreprise, finalement, informations que l'entreprise est libre, bien entendu, de nous donner ou pas, selon ses enjeux, ses intérêts et ses souhaits de collaboration. Alors, je fais un petit zoom ici sur la zone industrielle du Bois de Baie, qui est assez documentée en termes de symbiose industrielle. Premièrement, parce que c'est une zone qui a une vocation assez claire de gestion des matériaux minéraux et des déchets. Donc, elle est construite sur une ancienne décharge de matériaux, ce qui d'ailleurs, rien qu'en termes de stabilité des sols, empêche une densification forte. Donc, c'est clairement, on peut avoir des activités, on prône des activités plutôt non denses, qui sont liées à la gestion des matériaux. Et toutes ces collaborations ont été documentées par un projet qui s'appelle Zibé Ecopark, qui est un projet de formation des jeunes générations. Donc, c'est des écoliers des écoles, mais ils accueillent aussi des adultes, mais c'est surtout à destination des écoles primaires du canton de Genève, qui vont visiter, qui vont voir ce que sont les métiers de transformation de l'industrie. Et ça se fait en partenariat avec les entreprises qui sont mentionnées ici, qui participent tous, qui ouvrent tous leurs portes à ces enfants. Et ça nous a permis, on savait déjà qu'il y avait ces collaborations économiques dans la zone, et il y en a d'ailleurs sûrement d'autres qui ne sont pas ici, mais ça nous a permis aussi de les documenter un petit peu et puis de pouvoir en parler, parce que évidemment, à ce moment-là, on a l'accord des entreprises. Donc simplement, ce qu'on peut voir ici, alors si vous connaissez la SREC, elle va reprendre des matériaux minéraux issus des chantiers, elle va les concasser, les calibrer, elle va les retransformer, elle va fournir du granulat de béton recyclé qui va être mélangé dans certaines proportions par Holcim, granulat et béton. Et puis, ils vont collaborer également avec l'entreprise Prelco, bien connue à Genève pour sa production de préfabriqués. Donc, ils préfabriquent des éléments de façade, des éléments de construction. Ils vont pouvoir directement utiliser et intégrer, ils font même de la recherche ensemble pour intégrer des matériaux recyclés dans leurs produits. Et eux-mêmes vont en fait utiliser les résidus finalement de leur production pour produire des blocs de béton, on va dire un peu de moindre qualité, qui peuvent être utilisés dans des ports, dans des manèges, dans différentes activités, dans des espaces publics, ou des sables qui vont être réutilisés dans des manèges. Les bois de coffrage vont aller, qui sont réutilisés déjà à l'interne plusieurs fois, vont aller chez Serbeco ensuite pour de la valorisation soit matière, soit énergétique. Donc en fait, ils s'échangent tous ces éléments-là. Ils se connaissent bien entre eux, ils imaginent même de temps en temps un certain nombre de nouvelles choses. Et donc vous avez même Serbeco qui donne à Prelco, par exemple, des éléments de verre concassés, des déchets parce que dans certains éléments préconstruits, pour donner une certaine teinte, une certaine brillance, ou certains reflets à des bétons, ou à des éléments de façade, on va vouloir y intégrer des éléments de verre concassés. On n'a pas besoin de verre neuf pour faire ça, on peut très bien travailler avec des éléments de deuxième main. Donc voilà un petit peu des exemples ici de collaboration de symbiose, de collaboration interentreprise. Elles n'ont pas émergé grâce à la gouvernance participative de la FTI, il ne faut pas se leurrer, ça existait avant, ça s'est fait entre les industriels entre eux. Par contre, aujourd'hui, avec Zibé Ecopark, avec ces commissions de gouvernance participative, on peut essayer de pousser à développer des nouvelles choses, voire travailler avec les acteurs, ou à quelle activité on pourrait attirer dans la zone qui permettrait d'augmenter cette synergie et cette symbiose. Pour accéder un petit peu, je passe juste, c'était simplement le détail de ce que je viens vous raconter. La question après, c'est construire la mutualisation. Alors ça, c'est un autre sujet, c'est-à-dire quand on n'est pas dans l'échange de coproduits entre entreprises qu'on peut favoriser par la collaboration, on peut construire ensemble des projets. Alors je vais vous donner quelques exemples
qui sont actuellement en cours ou réalisés. Le premier, c'est par exemple des projets de surcreuse. Ça, c'est un concept qui a été élaboré avec certains acteurs du marché, qu'on va essayer ces prochaines années dans un nouveau petit périmètre industriel à Vernier, qui permet finalement d'éviter d'importer des matières minérales dans un site de chantier, parce qu'on va surcreuser sur le site, ce qui va améliorer la rentabilité économique des sous-sols, donc la densification, mais en même temps améliorer fortement le bilan carbone, parce que ça nous évite d'amener les matières d'ailleurs, et surtout d'évacuer tous les matériaux d'excavation. On va les trier sur place, on va les exploiter. Alors ici, évidemment, on a une géologie qui est très intéressante à ce niveau. On peut bien entendu pas le faire partout, parce qu'il faut encore qu'il y ait du gravier de qualité intéressante sur le site. On va stocker les terres temporairement sur le site même, on va extraire, on va construire, on va éventuellement exporter la part de gravier supplémentaire qui peut être utile directement au chantier voisin. Par contre, on s'interdit ici d'amener des déchets de chantier, donc on ne va pas amener des déchets ou des nouvelles matières sur le site, et on va finalement faire une économie circulaire extrêmement locale, qui va permettre une mutualisation finalement entre le processus de construction, les usages de la branche économique, de la gestion des matériaux minéraux, et puis finalement améliorer le bilan global, on l'espère, bien entendu, parce qu'on a pour l'instant des études économiques qui montrent que le revenu généré finalement est intéressant, en tout cas évidemment ne rend pas gratuit la construction, mais on améliore le bilan, tout en améliorant fortement le bilan CO2 de la construction, et va nous permettre de faire ici une économie circulaire très locale sur le chantier de construction et vertueuse. Cette mutualisation là des moyens donc sur le processus de construction, c'est nouveau. C'est nouveau à Genève en tout cas, et donc on se réjouit de pouvoir le mettre en place. Autre exemple, alors complètement différent. Là, on a deux entreprises. Alors, le projet aujourd'hui est connu, autorisé, donc c'est pour ça que je me permets de le montrer ici. Deux entreprises qui doivent quitter la ville. Une qui se situe à Carouge, là où il y aura 120 logements, je crois. L'autre qui se situe en zone industrielle, mais dans un site qui ne lui convient plus aujourd'hui. Viennent nous aborder à peu près dans les mêmes périodes, il y a quelques années, en disant voilà, on aimerait bien un nouveau site. La complémentarité entre les deux activités d'une entreprise de construction et d'un transporteur nous fait penser que peut-être ils pourraient travailler ensemble. L'idée leur a plu, ils l'ont aussi élaboré eux-mêmes, hein, je n'en revendique aucune paternité là autour, mais finalement on leur propose une parcelle de 8400 m², alors qu'ils en avaient chacun à peu près proche de 8000. Et on va créer là-dessus avec eux, avec les architectes, avec les entreprises. Nous, on va les accompagner, hein, parce qu'on est dans un droit de superficie, donc c'est leur projet, mais accompagnés par nous, ils vont créer un centre mutualisé. Là-dedans, vous allez trouver du parking mutualisé, vous allez trouver des moyens de levage mutualisés, des zones de stockage mutualisées. Vous allez trouver dans les bâtiments des vestiaires mutualisés, cafétérias mutualisés, et donc ils sont eux-mêmes s'organisent parce qu'ils voient bien les coûts de réduction et en construction et en exploitation, hein, et en même incidence foncière de leur projet, parce que finalement ils réduisent par 2 la surface globale en mètres carrés. S'ils devaient acheter le terrain ou le louer en droit de superficie, ça leur coûterait 2 fois plus cher. Sur 60 ans, ça fait beaucoup hein, quand même quand on paye une somme chaque année. Et donc, là, dans ce cas-là, on va dire que la mayonnaise a pris, pour prendre une métaphore culinaire, et ils sont allés jusqu'au bout de leur projet, dont la construction commence actuellement. Donc on voit bien ici qu'on peut favoriser une synergie qui n'est pas liée à des coproduits, à des matières, mais qui est vraiment liée à un outil industriel. Et ça, dans la complexité du territoire genevois et cette fameuse rareté, exiguïté du territoire, rareté du foncier, c'est quand même quelque chose, pour nous, ça apparaît comme une solution intéressante, qui ne marchera pas à chaque coup, qui ne marchera pas avec tous les secteurs d'activité, bien entendu, mais qui, dans certains cas, peut clairement amener une plus-value environnementale, foncière, économique pour l'entreprise, qui nous paraît pertinent. Alors, si on adapte cela, on transfère ici un petit peu, là aussi, c'est un projet qui va entrer en construction, un secteur qui prend beaucoup de place à Genève, qui est le secteur de la gestion de l'automobile, hein, que ce soit de la vente, l'entretien, le stockage, les imports et autres. Là aussi, on va pouvoir faire
Petit à petit, alors on a des contraintes financières, certes, mais ce que beaucoup pensaient encore il n'y a pas si longtemps impossible, c'est de mutualiser par étage des activités de stockage, de showroom et d'accueil client, puis d'ateliers de préparation, de carrosserie, d'administration sur des bâtiments où on a une circulation des véhicules qui monte. Ici, il n'est pas si grand, le bâtiment, en termes d'emprise au sol, avec finalement une densification qui se fait. Alors ici, on est dans un groupe industriel unique, on n'est pas dans plusieurs entreprises. On travaille aujourd'hui à des modèles similaires pour regrouper plusieurs entreprises des secteurs de l'occasion, de la carrosserie, de l'entretien des véhicules, pour pouvoir gagner des mètres carrés. Et là, on a de nouveau une forme de mutualisation parce qu'on va pouvoir amener des activités de service et autres de manière plus efficace. Ça va aussi nous permettre, on le pense, on l'espère dans les prochaines années, de créer finalement des infrastructures pour ces activités qui soient aussi plus durables en termes de bâti et donc plus intéressantes pour atteindre les objectifs cantonaux et en termes de foncier très rare et en termes de plan climat. Dernier exemple de montage immobilier, on est ici sur un nouveau, aussi une forme d'innovation qui est le double droit de superficie, qui permet finalement au sol d'avoir des activités plutôt lourdes, poids lourds, gestion de matériaux, gestion de déchets, et puis en dessus, pas forcément avec le même acteur économique, de construire une forme de densification avec des ateliers d'artisans qui vont pouvoir finalement... Déjà, on en manque beaucoup de ces ateliers d'artisans, on va dire, pas trop vétustes, plutôt nouveaux, renouvelés, mais également de créer de la synergie économique. Quand on a un transporteur ou quand on a un gestionnaire de matériaux ou un gestionnaire de déchets au ré, eh ben, on va pouvoir appeler une population de PME, d'artisans, qui va pouvoir travailler sur cette même chaîne de valeur avec les entreprises. Donc là aussi... on est plutôt dans l'innovation du montage immobilier, le double droit de superficie, qui est tout à fait accepté légalement, mais qui pose un certain nombre de contraintes dans les montages économiques des projets de construction. Eh ben, on va les pousser, on va chercher avec nos compétences à améliorer ces éléments-là. Et là aussi, on va pouvoir mutualiser des cafétérias, des zones de vestiaires, des zones de parking, des zones de charge, de levage, et donc on va améliorer l'économicité du projet. Avant-dernier exemple, on va dire presque dernier exemple, c'est celui de l'énergie. Je pense que ça vaut la peine, en parlant de synergie et de mutualisation, de faire un détour par un projet qui n'est pas encore très connu à Genève, mais qui est complètement public également. C'est le premier microgrid moyenne tension de Suisse. Alors attention, je ne sais pas si vous me suivez ou pas, ça dépend peut-être de vos connaissances dans le domaine énergétique. Donc on est dans des installations photovoltaïques en toiture. Ici, on est toujours à la Zibé sur un très grand entrepôt qui s'appelle Varia, ici, où il y a une centrale photovoltaïque de 1,4 gigawattheure par an qui a été produite. Donc c'est la consommation d'à peu près 450 ménages genevois. Et on crée un microgrid moyenne tension. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'électricité directement pour des usages industriels. La basse tension, c'est ce qu'on a dans les prises chez nous. La moyenne tension, ça permet des usages industriels, voire de la recharge de véhicules industriels électriques. Et on est en train de connecter plusieurs autres installations autour. Et on propose un modèle, à ce moment-là, de rétribution, de revente de l'électricité aux industriels à un prix fixe et avantageux. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, ici, on est de nouveau dans une innovation immobilière, c'est-à-dire que l'entreprise a un droit de superficie pour construire son entrepôt. Elle ne souhaite pas tout de suite investir dans une centrale photovoltaïque. On lui propose de nous donner une servitude de toiture, et c'est les SIG et la FTI qui ont investi dans la centrale électrique. Donc évidemment, le prix de revente à l'entreprise, on l'a discuté dans le cadre de cette collaboration, il est avantageux pour l'entreprise. Il permet également une rentabilité du système de l'équipement dans des délais raisonnables. Et donc là, on va se substituer finalement pour forcer la production, enfin forcer, mais accélérer la production d'électricité pour des usages industriels en créant ces servitudes de toiture, en reprenant les toitures dans le cas où les industriels ne veulent pas le faire eux-mêmes. Et puis ensuite, on développe un micro-réseau qui permet d'auto-consommer. Les industriels peuvent acheter à des prix hors marché, on va dire, parce que c'est un micro-réseau,
l'électricité. On va l'utiliser, on aura ici le futur site de méthanisation de l'État de Genève, du canton, pardon, c'est un partenariat public-privé, qui va lui aussi produire l'électricité, qu'on va relier au réseau. On va pouvoir donc créer des synergies. Il y a différents autres projets autour de la valorisation de ce site pour l'électricité, mais en particulier de la recharge poids lourd, donc pour de la logistique électrique, directement reliée à l'installation photovoltaïque. Donc ça, c'est des projets qu'on mène. On en a plusieurs autres en projet sur le territoire du canton. Mais là aussi, on a une collaboration accrue. Donc on doit faire accepter soit aux industriels d'investir eux-mêmes, soit de nous donner l'autorisation d'investir pour eux, pour ensuite pouvoir amener une synergie bénéfique économiquement, bien entendu bénéfique environnementalement. Alors si on pousse ce modèle un petit peu plus loin, ça nous donne, et je reviens à ce que je vous mentionnais avant, à la zone industrielle de Plan-les-Ouates, où on a un réseau de chaleur complet qui permet aux industriels, finalement, non seulement de partager leur électricité produite, mais également d'injecter des calories dont ils n'ont pas besoin, donc soit de chaud, soit de froid. Il y a une canalisation de chaud, une canalisation de froid, et de racheter au réseau des calories de chaud et des calories de froid en fonction de ce qu'ils ont besoin. Alors c'est clair que ce n'est pas avec ça qu'on va faire des besoins très chauds industriels. On va plutôt être dans de la basse température, mais pour chauffer les locaux, refroidir, rafraîchir des locaux, c'est extrêmement intéressant. Vous avez par exemple à Plan-les-Ouates un centre de gestion et de traitement de données, un data center comme on dit, qui est relié. Et ben lui, il peut, tous ces surplus de chaleur liés au rafraîchissement des serveurs, et ben il va les injecter dans le réseau et elles vont être reprises, rachetées par d'autres entreprises de la zone qui vont pouvoir les utiliser. Alors là aussi, on est vraiment dans de la mutualisation, de la collaboration. Ça demande des accords assez forts, contractuels, entre les acteurs. Voilà, j'en viens à une courte conclusion. Ça, c'était... là aussi, je fais des digressions ce soir, mais je reviens un petit peu aux analyses que j'avais faites il y a presque 10 ans, mais qui me paraissent toujours pertinentes quand je terminais mon travail de thèse. C'est que toutes ces symbioses, ces synergies, ces mutualisations économiques, cette idée finalement de co-construire le territoire en collaborant entre les acteurs économiques, entre les pouvoirs publics, avec des facilitateurs et des experts entre deux, moi j'y voyais et j'y vois toujours quand même un bénéfice assez large, c'est-à-dire qu'en même temps on va servir la protection de l'environnement en favorisant la réutilisation de matières, un meilleur usage des ressources naturelles, on va réutiliser les sous-produits, on va réduire les émissions dans l'environnement, on va améliorer la valeur de ce qu'on va faire de nos déchets, on va réduire les coûts d'approvisionnement dans certains cas. Enfin, il y a plein de bénéfices là autour qui vont aider la protection de l'environnement. On a plein de bénéfices aussi dans l'aménagement du territoire. Je vous en parlais un petit peu avant quand on parlait de ces chaînes de valeur, de la meilleure entreprise au meilleur endroit. Ben finalement, sans vouloir du tout, parce que c'est pas le propos ici d'avoir une économie planifiée où on va dire on va faire ces grands conglomérats ou ces combinats comme on en parle un peu actuellement en ex-URSS, mais on va plutôt essayer de faire de l'intelligence territoriale et d'amener par cette intelligence un peu collective entre les différents acteurs, des projets les plus pertinents possibles quand il est possible de les réaliser. Donc on va influencer, on souhaite en tout cas, et moi je pense que la connaissance des flux de matière et d'énergie et des chaînes de valeur a un bénéfice à influencer l'aménagement du territoire. Et puis globalement, là aussi, si on a quelle entreprise on veut attirer à Genève pour boucler ces flux de matière, quelle entreprise on a besoin pour atteindre des objectifs politiques de différentes politiques publiques, finalement ce développement et cette promotion économique peut en bénéficier. Encore une fois, pour vous faire cette conclusion, j'ai retiré ma casquette de directeur de la FTI parce que ce n'est pas mon rôle de dire ça, mais dans mes connaissances que j'ai pu et ce que j'ai pu voir comme projet depuis une vingtaine d'années, je trouve ce schéma finalement et ce triptyque toujours assez intéressant et assez pertinent. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Je vous ai parlé ici vraiment aujourd'hui de différents outils que possède l'État de Genève ou la FTI ou que j'ai pu voir, faire des analogies aussi à ce que j'ai pu voir ailleurs dans le monde. On reste ici dans un mode de collaboration entre activités économiques.
Je vous ai jamais parlé, par exemple, de la modification même des procédés de l'entreprise ou des choses comme ça. Donc ces méthodes de symbiose, elles restent très extra-entreprises. Elles ne doivent pas se substituer, elles ne doivent pas empêcher finalement une intégration des préoccupations environnementales, de cette question de la qualité, enfin de la performance de l'usage des ressources naturelles dans l'entreprise elle-même, à travers les systèmes de management environnemental internes aux entreprises, à travers ce qu'on appelle l'éco-design, donc tout le design environnemental des produits. Ce que je vais produire est-il produit de la manière la plus efficace, ou les matériaux que je vais utiliser. Et puis tout ce qu'on appelle ensuite la production plus propre, ou la production propre, ou l'intégration des procédés qui dit que moi je vais faire ma chaîne de production la plus efficace possible. Et puis finalement, quand on regarde un petit peu toutes les connaissances des grands experts industriels que j'ai pu croiser dans ma carrière, la symbiose industrielle c'est bien, mais ça doit venir plutôt en complément de ces autres éléments, voire une fois, enfin idéalement une fois qu'on a fait l'optimisation des produits, des manières de le produire. Comme de toute façon tous ces 4 secteurs évoluent en même temps, évidemment on ne va pas attendre. Donc on fait les choses de manière coordonnée, mais parfois on va même avoir des conflits de priorité entre ces différents éléments. Parce qu'une fois qu'on a une symbiose industrielle où on génère un co-bénéfice finalement de la revente, puis qu'il y a une autre entreprise qui est contente de l'avoir reprise, si on crée un nouveau produit qui n'utilise plus ce matériau, qui n'utilise plus cette ressource, on a une relation économique qui va s'arrêter, ce qui pose, comme d'habitude, toujours un certain nombre de questions sur les relations humaines et les relations économiques entre les entreprises. Donc ces 3 éléments-là ne font pas tellement partie de la mission de la FTI, et je crois que ce n'est pas le but qu'elles en fassent partie d'ailleurs. Nous ne nous occupons en général pas du tout de la raison d'être et de la manière de produire les entreprises, mais bien de la partie de l'organisation sur le territoire et de ces chaînes de valeur. Voilà, j'en ai terminé pour cette conférence, pour ce soir. Et puis je prends volontiers quelques questions ou discuter avec vous après cette partie-là. Merci.